Ok, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer cet exposé sur la friction dynamique et la formation hiérarchique des galaxies. Donc, déjà pour introduire le sujet, dans les scénarios de formation de galaxies, nous avons trois scénarios essentiels. On ne sait pas, ils sont en compétition. On ne sait pas lesquels sont dominants, mais c'est ce qu'on essaye de déterminer. Donc, monolithique, hiérarchique et l'évolution séculaire. Donc, j'ai fait des petits schémas pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Monolithique, ça veut dire que, alors au départ, on sait que nous sommes dans un univers où les fluctuations de densité ont un spectre de puissance tel que les structures qui vont commencer à être instables au début sont les petites structures. C'est du bottom-up, comme on dit en anglais. Donc, on a des petites structures qui sont de l'ordre de 1 million de masses solaires, enfin l'équivalent gaz d'1 million de masses solaires, c'est-à-dire un petit amas globulaire. Donc, on a ces petits amas ici, et il y a deux hypothèses. Soit très rapidement, on est dans une surdensité où tout se passe très vite, parce que le temps dynamique est très rapide, et on forme une sphère de gaz qui va former des étoiles très rapidement. Donc, les étoiles ont la forme de cette sphère, donc un sphéroïde. Les étoiles sont même plus massives autrefois, parce qu'il n'y avait pas de métaux, il n'y a pas de carbone, d'atomes, d'oxygène, etc., qui peuvent refroidir le gaz. Donc le gaz est plus chaud, il forme une pression plus grande, donc il faut une masse plus grande de jeans. Et puis, lorsqu'on a formé toutes les étoiles, les supernovae chassent le gaz, donc on a une espèce de feedback ici, et on nettoie tout le sphéroïde de son gaz. Donc on forme une elliptique, c'est-à-dire une galaxie sphéroïdale, sans beaucoup de rotation. Alors certainement, cela va représenter le cas où il n'y a pas énormément de moments angulaires dans cet objet. On appelle ça monolithique parce que ça se forme d'un seul bloc. Un autre scénario, ce serait hiérarchique, et ça c'est plutôt le scénario standard, puisqu'on pense que tous les objets les plus massifs sont formés par fusion d'objets plus petits. Donc dans ce deuxième cas, on a des petits objets qui vont en effet former une sphère, mais le temps de formation des étoiles est quand même plus petit que celui du rayonnement du gaz et qui va être dissipatif et qui va donc former un disque. Donc on va d'abord former un disque avant que toutes les étoiles sont formées, donc il y aura peut-être quelques-unes qui sont formées, mais l'essentiel sera dans le disque. Et donc on va former des disques aplatis. Donc la première chose à se former sont des disques par rapport à la première chose ici à se former des sphéroïdes. Et on formera les sphéroïdes par fusion de disques. On sait aujourd'hui, on voit en tout cas quelques-uns de fusions de spirales qui forment des elliptiques. Donc ça, on sait que ça se produit aussi. On sait que ça peut peut-être se produire. Donc peut-être ce serait dans des environnements un peu moins riches, un peu moins denses, et puis où le moment angulaire est plus fort. Donc on a un disque plus facile à se former. Et un troisième scénario qui est beaucoup plus lent, évolution séculaire. Séculaire, ça veut dire prendre des siècles. Alors évidemment, ça c'était pour les planètes, mais ici on a siècle, ça veut dire des milliards d'années maintenant. Donc évolution séculaire, ça veut dire que la galaxie, un disque par exemple, a le temps d'être en équilibre, d'avoir plusieurs rotations, et progressivement on va former par exemple une barre instable gravitationnellement, et puis la barre va former des résonances qui vont élever les étoiles pour former un bulbe. Alors, ce sera un pseudo-bulbe, mais ce sera quelque chose qui se formera aujourd'hui. Peut-être qu'en effet, dans ces trois, ils vont se produire en même temps. Ça va être non seulement en compétition, mais aussi simultané. Et il va y avoir des successions. Peut-être le monolithique, c'est plutôt au début de l'univers. Au milieu, à la fin, on a plutôt cette évolution séculaire. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelles sont les galaxies qui se forment par quel processus et quand est-ce que ça se passe. Alors, pourquoi ce monolithique? Je fais juste un petit point historique ici. Ça vient de loin, en fait, ça vient de 1962, où les astronomes à l'époque regardaient surtout la formation de la Voie lactée, d'abord avant de s'intéresser à la formation de toutes les galaxies. Donc la Voie lactée est schématisée ici par un amas d'amas globulaires. Hein, tous ces petits points bleus sont des amas globulaires qui, dans la Voie lactée, sont tous vieux. On en a à peu près 150 amas globulaires dans la Voie lactée. On pense qu'il y en a eu beaucoup plus autrefois parce qu'ils se détruisent lorsqu'ils viennent rencontrer le disque. Donc il y en avait peut-être 1000 ou un peu plus, 2000 autrefois. Et puis on a un halo de vieilles étoiles qui correspond à très peu de masse. Hein. C'est 10 puissance 9 masse stellaire, masse solaire, alors que le disque c'est 6 10 puissance 10. Donc on voit que c'est une très faible partie, mais c'est quand même
un composant qui est peut-être un vestige de l'évolution passée, donc c'est intéressant. Puis on a un disque épais d'étoiles et un disque mince, enfin, où se forment toutes les nouvelles étoiles, avec un tout petit bulbe ici qui fait 10 puissance 10 masses solaires environ. Donc ce qu'avait remarqué Egan, Lindenbell et Sandage, c'est qu'il y avait une relation assez poussée, une corrélation entre la métallicité de ces étoiles. Donc les étoiles vieilles du halo étaient très peu métalliques, donc vieilles en fait, formées très tôt dans l'univers, et excentriques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rotation, il y avait des mouvements très excentriques et non pas circulaires comme il y a dans le disque mince. Donc cette corrélation avec la cinématique et la métallicité, la nature des étoiles et leur cinématique, pouvait montrer que peut-être il y avait une évolution. On formait une boule de gaz donc, qui va former d'abord des amas globulaires, puis ensuite un halo stellaire, puis ensuite va se concentrer plus ou moins en disque mince. Et à chaque fois, on a la forme qu'a le nuage de gaz à cette époque-là, lorsque les étoiles se découpent du gaz. Et aujourd'hui, ce serait le disque mince. Donc leur idée, c'était qu'il pouvait y avoir des invariants. Si le potentiel varie très très lentement, on peut avoir l'énergie est conservée puisque une particule ne voit pas la variation de potentiel sur toute son orbite, donc elle a une énergie conservée, un moment angulaire, etc. Donc ça, c'est une vision qui a eu un certain temps, mais dès la décennie suivante, sur les IN, on dit que ça ne marche pas du tout puisque les amas globulaires, on pouvait mesurer leur métallicité des étoiles dans les amas globulaires. Leur métallicité avait de grands écarts et n'avait aucune relation avec la distance au centre, donc il n'y avait pas une succession historique. Et ils ont plutôt favorisé la fusion de petites protogalaxies de façon un peu aléatoire, avec le contraire ici du potentiel qui varie lentement, c'est un potentiel variant très rapidement, une relaxation violente. Et si le potentiel varie sur une orbite, on ne peut plus avoir d'invariant, c'est-à-dire que l'énergie varie, le moment angulaire varie et tout varie en fait. Et qui a raison? Et bien évidemment, c'est cette deuxième optique qui a plus ou moins eu le dessus, puisqu'on sait aujourd'hui, c'est un peu la vision que l'on a du halo de notre propre galaxie, du halo d'étoiles, c'est que tout l'halo peut être formé. On voit maintenant aujourd'hui, ça c'est une simulation, mais ça représente bien ce qu'on voit. Dans le halo, vieil halo stellaire d'étoiles, on a des courants de marée. Donc ce n'est pas quelque chose d'homogène du tout, mais c'est quelque chose qui a les vestiges de l'interaction avec des petits compagnons qui ont été détruits par l'interaction de marée avec la Voie lactée et qui forment tout ça. Donc on peut même penser que tout le halo stellaire de la galaxie est formé de débris de petits compagnons qui ont été avalés. Il y en a énormément. Par exemple, dans Andromède aussi, il y en a encore plus, 25 ou 26. Et ici, on le voit, par exemple, la naine du Sagittaire ou le petit chien, etc., qui ont des traînées de marée. Alors, comme les étoiles sont un milieu sans collision, on ne peut pas dissiper l'énergie, on ne peut pas vraiment bien se mélanger, on a un mélange de phases uniquement. Et tout cela sont les vestiges de tout ce qui s'est passé sur 12 milliards d'années. Donc, on a cette vue maintenant de fusion pour former ça. Alors pour Andromède, c'est encore plus marquant. Ici, on a une vision d'Andromède. Alors Andromède, ce que vous voyez, c'est la galaxie optique là, qui est représentée au centre. Et puis au bord, on a toutes les structures de faible brillance de surface qu'on a pu détecter autour d'Andromède. Vous voyez que c'est géant. Ici, on a une sphère autour de Messier 33, qui est un compagnon de Messier 31 ici. Le rayon fait 4 degrés. Ici, le rayon fait 12 degrés. J'ai mis ici la Lune pour savoir la taille. La Lune fait un demi-degré. Donc vous voyez que si on avait la Lune dans le ciel, ça prend quand même un certain espace. Donc si on pouvait voir toutes ces structures de faible brillance de surface, on aurait un spectacle assez grand. Et comment on fait pour avoir toutes ces interactions de marée entre les satellites de M31 et Andromède? Tout simplement, on regarde des étoiles une par une. On prend des diagrammes couleur-magnitude sur des plaques de la caméra Megacam. Alors on voit les petits... c'est une mosaïque en fait. Et ça a pris des années à obtenir puisque chaque petit carré est une mosaïque faite d'une grande caméra qui fait quand même presque 1 degré. Et la Megacam, c'est une caméra qui est sur le télescope CFHT, c'est-à-dire Canada-France-Hawaï, le 3,60 m. Donc c'est quand même assez grand. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a une couleur-magnitude pour tous ces points, ces étoiles qu'on résout. Et ce diagramme nous donne la distance. Donc on peut filtrer tout ce qui est à la distance de M31 et pas du tout ce qui est dans notre propre galaxie, parce que la Voie lactée rend tout le secteur complètement confus. Il y a par exemple de la confusion avec des nuages qu'on appelle cirrus,
qui sont des nuages interstellaires et qui donnent une certaine luminosité ici par réflexion ou bien par émission infrarouge. Et ici, on a complètement filtré cela en faisant ce comptage d'étoiles. Donc tout ça, c'est le comptage d'étoiles en fait. Et vous voyez qu'il y a des tas de queues de marée. Messier 33 a un pont avec Messier 31. Il y a même aussi dans le gaz, d'ailleurs, un pont d'hydrogène atomique à 21 cm. Alors le gaz, c'est facile aussi de filtrer puisque c'est une raie spectrale par effet Doppler. On a la vitesse et on peut ne prendre que la vitesse qui correspond à Messier 31 puisque sinon on serait confus avec tout le gaz de la Voie lactée à vitesse 0. Donc là, on peut voir aussi qu'il y a une queue de marée. Donc on voit que cette vision de fusion de petites galaxies, donc fusion mineure, on appelle fusion mineure par rapport à fusion majeure. Fusion majeure, c'est deux galaxies de masse comparable qui fusionnent jusqu'à 1/3, le rapport 1 à 3. Et puis dès qu'on a un satellite d'un dixième, c'est une fusion mineure. Là, on a des tas de fusions mineures qui sont vues là-dedans. Donc pourquoi il y a toutes ces fusions? Eh bien, c'est grâce à la friction dynamique que je vais développer ici un petit peu, car on ne sait pas grand-chose sur la friction dynamique. Enfin, on connaît le principe, mais pour l'évaluer, c'est très difficile, ce que je vais essayer d'exprimer ici. Donc la friction dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est la force de freinage que subit une masse assez grande, grand M, dans une mer d'étoiles. Alors on peut considérer qu'on a une masse grand M, par exemple un amas globulaire qui a 1 million de masses solaires, qui est ici, et puis qui se déplace dans la mer des étoiles de la Voie lactée. Donc il y a un grand rapport de masse entre M, le perturbateur, et puis la mer des petites particules. Alors que se passe-t-il? Eh bien, les petites particules, c'est-à-dire les étoiles, sont déviées par la grosse masse et se retrouvent un petit peu derrière dans son sillage. Et dans son sillage, il y a une accumulation de masse qui va freiner par la gravité, qui va freiner cette grosse masse M. Donc c'est juste une force gravitationnelle. On peut la calculer. Chandrasekhar l'avait calculée en 1943 déjà. Il avait fait un petit calcul comme ceci, c'est-à-dire qu'on prend une étoile qui arrive avec un paramètre d'impact petit b sur la masse grand M, et cette étoile va être perturbée. Ici, on a une hyperbole dont on peut calculer la déflexion. On a déjà fait ce calcul en fait pour les étoiles entre elles pour montrer qu'il n'y avait aucune collision. Alors pourquoi il n'y avait aucune collision pour les étoiles? C'est que les étoiles sont tellement nombreuses, 10 puissance 11 étoiles, qu'il y a autant d'étoiles d'un côté que de l'autre, donc il y a un milieu continu qui ne défléchit rien. Par contre, ici, c'est une masse qui est quand même au moins 1 million de fois plus que les étoiles, donc il y a vraiment déflexion. Donc on peut calculer toutes ces déflexions. Ces déflexions sont proportionnelles à la densité d'étoiles du milieu, ρ. On prend surtout les étoiles qui ont une vitesse plus petite que la vitesse relative de la masse M, de la masse globulaire par exemple, et parce qu'en fait, si c'est trop rapide, il n'y aura aucune interaction. Proportionnelle à la masse du corps massif, puisque évidemment il va défléchir beaucoup plus de petites particules, et puis un certain log n de lambda, qui est dû à l'intégration, parce qu'on va intégrer toutes les interactions sur le paramètre d'impact, et on va intégrer de la borne minimum à maximum. Alors, le paramètre d'impact maximum, c'est quoi? C'est la taille du système, le rayon de la galaxie. Et minimum, simplement, veut dire que la probabilité d'avoir B égale 0 est nulle complètement. Et on peut calculer le minimum de paramètres d'impact qui va survenir dans un temps de Hubble. S'il faut attendre beaucoup plus qu'un temps de Hubble pour avoir B égale 0, ce n'est pas la peine de le prendre. Donc, on a ce min-max ici. Donc, cette formule de Chandrasekhar s'exprime comme ceci. Le freinage, donc la dérivée de la vitesse, proportionnelle à la densité, et puis la masse. Enfin, surtout M, et puis 1 sur V2, parce que si les particules sont trop rapides, il n'y aura aucune résonance et aucune interaction. Alors, cette formule, en fait, il y a beaucoup d'approximations. L'approximation, d'abord, d'avoir une mer constante d'étoiles, ce n'est pas vrai du tout. Par exemple, lorsqu'on a un satellite ici, la masse de satellite MS avec une galaxie primaire, avec un centre de gravité, qu'on va appeler CDG ici, et puis un certain nombre d'étoiles, évidemment, le satellite est en dehors de la galaxie, donc le ρ va être égal à 0. Donc c'est quelque chose qui n'est pas local, en fait, la friction dynamique. Lorsqu'il y a une galaxie qui est dans une zone où il n'y a aucune étoile du compagnon, il va y avoir quand même friction, puisqu'il va y avoir interaction de marée, et la déformation de marée va interagir sur le compagnon qui va le freiner. Donc il faudra avoir une formule qui ne soit pas locale. Ça, on va le voir. Donc Lynn et Tremaine était un des premiers qui avait essayé de calculer par une simulation, qui avait essayé de tester la formule de Chandrasekhar, qu'on a voyée analytiquement jusque-là.
Et ils ont essayé de dire, bon, on va simplifier le problème en disant que l'autogravité de toutes les particules de la galaxie principale, tous ces petits points bleus, va être négligeable parce que la perturbation va être très faible. Donc on peut négliger l'autogravité. Donc finalement, on va faire un problème à 3 corps. La galaxie principale, le compagnon, et puis une petite étoile, donc ça fait 3 corps. On va regarder comment les petites étoiles bleues, les 6, sont perturbées par le compagnon, et on va calculer le freinage. Alors surprise, là, ici, on a le moment angulaire, J, le moment J autour de rotation autour de la galaxie principale, et en fonction du temps, et on voit qu'il tombe très rapidement. Donc il y a fusion du compagnon MS, du satellite, avec sa galaxie principale, très rapidement, beaucoup plus rapidement que la formule de Chandrasekhar. Ou du moins, la formule avait un paramètre log n de lambda égale 1, typiquement. Il a fallu prendre 3, c'est-à-dire que le recalibrer. Il y a beaucoup plus de friction que prévu, et c'était une surprise, car ils avaient même négligé l'autogravité, donc peut-être sous-estimé la friction. Alors pourquoi? Bien justement, tout le problème était qu'il avait fixé la galaxie principale en disant, bon, le satellite est toute petite masse, donc il n'y a pas d'effet de recul de la galaxie principale. En fait, il y a un effet de recul, et c'est tout ça qui est un paramètre très important. Donc on va voir pourquoi, quels sont les paramètres physiques qu'il faut faire varier dans cette formule toute simple. On voit que, par exemple, Silva et al. ont fait des calculs récemment, j'en donnerai encore d'autres, hein, mais ça c'est un exemple, où on a le rayon, par exemple, d'un amas globulaire dans la galaxie en fonction du temps, et on voit que les simulations qui sont en rouge n'ont rien à voir, même avec la forme de la courbe de Chandrasekhar, même normalisée avec d'autres log n de lambda. Il y a une autre forme, donc il faut trouver autre chose. Alors, quelles sont les approximations qu'il faut corriger? L'approximation principale, c'est que le corps se balade dans un milieu de densité constante. Et ça, évidemment, ce n'est pas vrai, surtout pour les compagnons de galaxies qui sont en dehors de la galaxie principale. Donc là, on a une densité nulle. Il faut une interaction à distance. Donc ça, c'est une principale correction à faire. L'autre, c'est de savoir qu'est-ce qui recule, quel est l'effet de recul. Il faut en effet ce n'est pas un réservoir infini de moments angulaires, la galaxie principale. Elle va recevoir ce moment angulaire qui est perdu par le compagnon. Donc qui est-ce qui va le recevoir? Quel va être l'effet de recul? Quelles vont être les étoiles déviées? Et puis, est-ce que la seule gravité de la réponse est importante? Donc, et puis, il va falloir prendre en compte le mouvement du centre de gravité. Donc, quand on fait une simulation à n-corps, on a ce genre de courbe ici. On a le rayon en fonction du temps. Et on voit que la simulation qu'il y a au milieu ne correspond à rien par rapport aux deux courbes de Chandrasekhar qui entourent, hein, que ce soit log de lambda égale 1 ou 3. La forme n'est pas la même, donc on commence à peu près pareil, mais après on tombe plus vite, etc. Donc on ne peut pas vraiment se baser même sur la forme. Même sans la renormaliser, la forme ne marche pas. On a deux régimes, en fait, il y a un régime à grande distance et un régime très forte distance. Ça va dépendre aussi de l'excentricité de l'orbite. Si l'orbite ici est assez excentrique, c'est-à-dire elliptique, et non pas circulaire, parce qu'à ce moment-là, on arrive à un péricentre, on a beaucoup plus de friction, donc ça c'est important. Weinberg avait fait aussi des calculs à l'époque de perturbation. Il avait montré qu'en effet, quand on fixe le centre de la galaxie principale, on a une déformation dipolaire. Et c'est cela qui crée dans les premiers calculs de Linné-Trimmen une friction beaucoup trop forte, car la déformation n'est pas dipolaire, mais quadrupolaire quand on permet au centre de gravité de bouger. Alors, est-ce que la seule gravité a d'importance? Ça, c'est possible de le faire avec une simulation n-corps, où on peut prendre en compte la seule gravité des particules. En fait, on s'est aperçu que absolument pas. Par exemple, ici, vous avez un satellite qui part à 40. Seule gravité ou non, c'est le trait plein ou les pointillés, c'est exactement pareil. Lorsqu'elle part à 50, alors évidemment, la friction est beaucoup plus faible quand on part très loin. Donc, il semblerait qu'on ait quelque chose de différent, mais ce n'est pas vrai parce qu'on est très sensible au bruit quand on part la friction à distance. Le bruit, c'est un petit peu chaotique lorsque la force est très faible. C'est un peu comme une aile de papillon qui refait un petit peu le changement de météo, si vous voulez. Ici, si on change l'état initial par une autre graine qui fabrique le bruit, on a une perturbation qui est de même ordre que cette différence-là. Donc cette différence-là n'est pas significative, elle est complètement dans le bruit. Donc autogravité ou pas, c'est exactement pareil, donc ce n'est pas la peine de prendre en compte la seule gravité. Par contre, ce qu'il faut prendre, c'est le mouvement du centre de gravité de la galaxie principale.
Et aussi, ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait prendre en compte la déformation du compagnon. Très souvent, les calculs avaient été faits avec un compagnon fixe, qui ne se déforme pas, rigide. Donc ici, on a par exemple le rayon du compagnon en fonction du temps. S'il est rigide, il prendra un temps très long à fusionner. Et s'il est déformable, ici on a une déformation en queue de marée. Alors pourquoi la déformation du compagnon crée beaucoup plus de friction? Simplement, justement, c'est que ce qui crée la friction, c'est la déformation. En quelque sorte, il faut de l'énergie pour déformer, que ce soit la galaxie principale ou la galaxie secondaire. Et l'énergie potentielle qu'il faut, elle est prise sur l'énergie de l'orbite. Donc l'orbite perd de l'énergie et on a une fusion plus rapide. Alors on pourrait penser, oui, mais si on perd de la masse, on a une masse plus petite du compagnon, donc à la fin, on a moins de friction. Mais en fait, pas du tout, parce qu'au début, la queue de marée, elle est tout près du compagnon, donc on a toujours la même masse. Ce n'est qu'à la fin, lorsqu'on aura perdu beaucoup de masse, qu'en effet, on aura moins de friction, mais déjà, on est déjà pratiquement tombé. Donc cet effet-là est moins important que la déformation du compagnon. Alors quand on regarde la vraie raison de cette friction, ce n'est pas le dipôle, comme on l'avait vu dans les développements de perturbation, mais c'est plutôt lorsque la galaxie cible n'est pas fixe, le quadrupôle. On a ici un dipôle, un quadrupôle. Lorsqu'on le fait dans les simulations N-core, on voit bien un quadrupôle ici, beaucoup moins régulier évidemment que dans les calculs analytiques. Et on peut penser qu'au lieu de faire une simulation N-core, à chaque fois, on pourrait représenter la déformation par le quadrupôle, c'est ce qui a été fait ici. Et en effet, on retrouve à peu près le temps de fusion en se servant uniquement des quadrupôles. Donc ça serait une façon de revenir à une formule analytique qui est quand même beaucoup plus souple à utiliser plutôt que de faire une librairie de simulation N-core. Donc pour résumer, cette formule de Chandrasekhar qui nous montre comment le compagnon va passer d'un certain rayon, va spiraler et tomber sur la galaxie principale. Donc c'est une force pour Chandrasekhar qui est locale, alors en fait qu'elle n'est pas locale, donc c'est surtout ça qu'il faut changer. L'autogravité, ce n'est pas la peine, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, parce que la seule gravité, on aurait pu penser en regardant par exemple les structures comme les bras spiraux dans les galaxies, il faut beaucoup d'autogravité pour former ces ondes, mais là, on a des déformations qui sont beaucoup plus faibles que ça et qui n'ont pas beaucoup d'influence sur le résultat final. Et par contre, la déformation du compagnon, oui. Et la faible friction à distance, c'est ça qui va dominer dans le temps de fusion. Dès qu'on arrive à une courte distance, on va tomber relativement vite. Et c'est cette portion-là de la courbe qui est très difficile à avoir de façon analytique. Et seules les simulations nous donnent le bon ordre de grandeur. Donc, quand on regarde la validité de ces calculs de friction, c'est très important car il y a beaucoup de calculs semi-analytiques de formation des galaxies où on essaie de trouver des recettes pour savoir quand est-ce que les galaxies fusionnent, avec quelle fréquence, etc. Et il nous faut ces formules analytiques. Et en fait, on voit que, par exemple, ici, vous avez une fusion de deux galaxies avec une trajectoire elliptique, une trajectoire circulaire. On voit que l'elliptique tombe plus vite parce qu'elle explore plus des petites distances. Mais on voit, ici, c'est le rayon est en log. Alors, on voit beaucoup plus ce qui se passe au voisinage de zéro. On voit que ce n'est pas du tout la formule de Chandrasekhar qui est ici, mais quelque chose qui va saturer et stationner si on a un cœur de matière noire. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que toutes ces frictions-là se produisent essentiellement sur la matière noire, qui est l'essentiel de la matière, un petit peu sur la matière visible, mais comme on ne voit pas la matière noire, c'est en quelque sorte un test de cette matière noire. En fait. Donc, c'est important. Par exemple, s'il y a un pic de densité qu'on appelle cuspide de la matière noire au centre, on va tomber beaucoup plus vite que s'il y a un cœur. Et ici, dans cette simulation, il y avait un cœur. Et on voit même un cœur, il stationne, mais elle remonte. On a même une friction à l'envers, si on peut dire. On ne comprend pas encore très bien pourquoi, mais ça arrive dans beaucoup de simulations. Dans la dernière dizaine d'années, on a vu cette courbe remonter. On peut aussi montrer, par exemple, Silva et al. Ont montré que ça dépend aussi de la distribution de vitesse de la galaxie principale. Si c'est une Maxwellienne ou pas, ça va donner quelque chose de très différent. Parce que, en fait, ce qui compte, c'est le nombre d'étoiles qui a une vitesse assez faible pour pouvoir interagir avec le compagnon. Alors, justement, de cette friction à l'envers, c'est-à-dire un satellite ou un amas globulaire qui pourrait remonter, être même soulevé comme pour une poussée d'Archimède, ça c'est vu dans les simulations. Ici,
Cole et al. Ont refait cette simulation ici, ont mis un petit amas globulaire et ont vu dans les simulations que cet amas était remonté et non pas tombé par friction dynamique. Alors ça peut s'expliquer si dans la distribution des particules, il y a un effet inversé, c'est-à-dire que la distribution des particules est positive en fonction de l'énergie, non pas négative. On va voir pourquoi. On ne comprend pas très bien encore pourquoi ça se réalise dans les observations. Mais dans les observations, on a un exemple. Par exemple, cette galaxie naine sphéroïdale de Fornax, qui est un compagnon de la Voie lactée. La distance à la Voie lactée est de 140 km/s aujourd'hui. On pense qu'elle a eu un péricentre à 120, donc elle est quand même assez loin. Elle n'interagit pas vraiment avec la Voie lactée. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais dans une vue d'HST, on voit très peu la galaxie qui est ici. C'est une très faible brillance de surface. Et la particularité, c'est qu'il y a 6 amas globulaires. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est la même vision, mais avec une façon de voir un peu en couleur de la luminosité des étoiles de cette galaxie naine. Et on voit les amas globulaires ici, 1, 2, 3, 4, 5. Alors 4, il est en projection sur le centre, il n'est pas vraiment au centre. Il n'a pas du tout la même métallicité et la même particularité que les étoiles de la galaxie. Donc on sait que c'est en projection. Mais elles sont toutes à 1 ou 2 kPa du centre. Alors ça, c'était un mystère. D'abord, pourquoi il y a énormément d'amas globulaires? Quand on somme la masse, alors on ne sait pas très bien quel est le rapport masse sur luminosité, mais en gros, en faisant varier les deux extrêmes, on a entre 3 et 20% de la masse de cette galaxie naine qui est dans les amas globulaires. Ça, c'est énorme. Dans la Voie lactée, on en a 150, on avait dit, ça fait à peu près 10 puissance 8. Masse solaire sur une masse de 10 puissance 10, donc c'est moins d'1%, c'est quelques millièmes. Ici, c'est quand même très grand, donc on sait, ce n'est pas la seule d'ailleurs. Il y a quand même pas mal de naines sphéroïdales autour de la Voie lactée qui ont beaucoup d'amas globulaires. On ne comprend pas très bien encore, mais surtout, ce qu'on ne comprend pas, c'est que pourquoi ils ne sont pas déjà tombés depuis longtemps par friction dynamique. Quand on fait le calcul, alors finalement, s'il y a une cuspide de matière noire, ça tombe en moins d'1 milliard d'années, mais même avec un cœur, ça aurait dû tomber. Alors vous allez me dire, bon, peut-être il y en a beaucoup qui sont déjà tombés dans le passé, il y en a d'autres qui arrivent, mais s'ils étaient tombés dans le passé, on verrait un centre très brillant, puisque les amas globulaires sont très brillants par rapport à la faible brillance de surface de la naine sphéroïdale. Or, il n'y a aucun centre brillant. Et ça, c'est vrai pour toutes les naines dont on a vu, où il y a des amas globulaires au bord. Les amas globulaires ne tombent pas. Donc ça veut bien prouver qu'il y a bien un cœur de matière noire et non pas un cuspide. Donc ça, on a déjà une contrainte sur la matière noire. Et puis aussi, on voit que peut-être ceux qui tentent de tomber, en fait, ils remontent par cette force, disons, d'Archimède que l'on ne comprend pas encore très bien. Donc avec cette entrée en matière qui est assez longue, on va essayer de développer un petit peu les conséquences de ce rôle de friction. On a vu que la friction dynamique est très importante pour savoir comment fusionner les galaxies, comment elles se formaient, scénario, monolithique, hiérarchique ou pas, et puis aussi, est-ce que ça peut contraindre les modèles de matière noire. Alors on va essayer de développer avec la formation des bulbes. On va voir que s'il y avait beaucoup de fusion de galaxies, on aurait de gros bulbes, et en fait on a beaucoup de galaxies qui n'ont pas de bulbes du tout, ça c'est un problème. On va savoir un peu combien de fusions de galaxies il peut y avoir. Et puis, je parlerai de M égale 1 aussi, qui donne des contraintes sur la matière noire, et les groupes compacts de Hickson, qui sont ceux-là, des groupes de galaxies, de 4 ou 5 galaxies, très compacts, et on se demande pourquoi ils n'ont pas déjà fusionné par friction dynamique. Alors d'abord, la formation des bulbes. Alors, on peut former les bulbes de 3 façons. Une façon, c'est justement la fusion de petites galaxies, comme pour une galaxie elliptique. Donc, on a un grand nombre de fusions mineures, et on perd les moments angulaires parce qu'ils sont au hasard, donc le résultat n'a plus de moment angulaire. Donc c'est un bulbe comme celui-ci, ça c'est le sombrero, et ce bulbe-là n'a pas de rotation. Donc on a la façon de former un ensemble d'étoiles qui n'a pas de rotation et qui a une forme sphéroïdale. Donc c'est ce qu'on appelle bulbe classique. Par contre, on a aussi dans l'évolution séculaire une façon de le former de façon pseudo-bulbe, c'est-à-dire un disque d'étoiles qui, par évolution lente, et par résonance, élève ces étoiles et forme un bulbe. Cette fois-ci, ça aura une forme de cacahuète ou de boîte. Ce sera beaucoup plus aplati, on va voir, et c'est une autre façon de former, plutôt plus tard, lentement. Et puis, au tout début de l'univers, on a cette façon de former. On se demande pourquoi on ne forme pas des bulbes partout, d'ailleurs, puisque les galaxies, au départ, sont très riches en gaz. Elles n'ont pas encore formé leurs étoiles, donc on peut avoir des galaxies, 90% de leur masse en gaz. Elles sont tellement instables
puisque le gaz est très dissipatif, c'est très instable, qu'elle forme des grumeaux. Ici, c'est une simulation. On a de gros grumeaux qui font 1 kg par sec de taille. Et ces gros grumeaux, évidemment, par friction dynamique, ils vont se retrouver au centre très vite et vont former le bulbe. Alors, pour développer et montrer un petit peu ces 3 sortes de bulbes, on a celui-ci. La Voie lactée, c'est justement... Alors ici, c'est une vue de Kobe, donc en infrarouge, où on peut voir jusqu'au centre de la Voie lactée, puisqu'en optique, on ne voit rien. Mais ici, on voit que notre Voie lactée a un bulbe qui est plutôt un bulbe genre boîte et cacahuète, c'est-à-dire formé par évolution séculaire. Ici, c'est le prototype des galaxies cacahuètes. Et on a vu, quand on a décrit les barres, qu'il est possible de former plusieurs de ces résonances en fonction de la vitesse oméga de la barre, etc. Alors, les caractéristiques de ces bulbes, c'est que la distribution de lumière est plutôt un indice de Cercic n qui serait plutôt 1 et 2. 1, c'est les disques exponentiels, et 4, ce serait les elliptiques, le bulbe classique. Donc, on peut les distinguer par la distribution de lumière qui est moins concentrée que celle de la bulbe classique, par l'aplatissement et par leur cinématique. Il y a plus de rotation que dans un bulbe classique. Alors, la fréquence des galaxies sans bulbe, c'est là qu'est le problème. On a une contrainte là-dessus. Aujourd'hui, on a les 2/3 des spirales brillantes qui n'ont pas ou peu de bulbes, et même 1/3 qui n'ont pas de bulbe du tout. Alors, on le voit bien quand elles sont vues par la tranche, bien sûr. Là, vous voyez que c'est extrêmement mince, et le bulbe n'existe pas. Il n'y a même pas de bulbe pseudo-bulbe. Donc, 1/3 à peu près, d'après Koch et al. Alors, il y a plusieurs travaux qui ont fait des statistiques. Il y a des chiffres un petit peu différents d'une à l'autre. Par exemple, le Sloan, c'est celui qui contient le plus de galaxies. 20% seraient sans bulbe du tout. Ici, c'est 1/3. Bon. Enfin, il y en a une grande partie, et on se demande si c'est vraiment compatible avec le scénario hiérarchique de formation où on formerait toutes les galaxies par fusion. À ce moment-là, on devrait voir des bulbes partout. Et c'est exactement ce que montre ce diagramme. Ce diagramme montre le rapport bulbe sur total, que ce soit en luminosité ou en masse, si vous voulez. Donc, ça va jusqu'à 1, puisque c'est bulbe sur total. Et ici, c'est le nombre de galaxies qui ont justement ce rapport B sur T inférieur à cette valeur-là. Alors, ça monte très rapidement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de galaxies qui ont un B sur T de 0,2, donc très peu de bulbes. Et puis après, on plafonne, évidemment, à 1. Ici, c'est une fraction. Alors, les observations, c'est le violet, c'est toutes les données. Et ce qu'on simule dans un scénario standard, ce serait le rouge. C'est-à-dire qu'on aurait très peu de galaxies sans bulbe et beaucoup de galaxies avec bulbe ici. Donc pour avoir ça, il faudrait avoir pratiquement aucun merger, aucune fusion de galaxies depuis z égale 4, c'est-à-dire très tôt dans l'univers, après 2 ou 3 milliards d'années, on n'aurait plus du tout de fusion majeure. Est-ce que c'est vrai? Bon, à voir, mais c'est ce que nous disent les observations de galaxies sans bulbe aujourd'hui. Et puis cette fusion, on peut avoir fusion majeure, mais on peut aussi avoir des tas de fusions mineures. On sait que c'est encore plus probable. Ici, on a une simulation, par exemple, de 50 fusions de rapport 50 à 1, c'est-à-dire de petits rapports de masse, 1/50e, et on voit que le résultat, c'est une galaxie elliptique aussi. Donc quand on veut fusionner deux galaxies de masse comparable, alors on n'a pas forcément une elliptique parce que ça dépend un petit peu des conditions initiales. Si l'orbite est alignée avec les spins, on peut avoir une spirale comme résultat de fusion. Mais si on en a 2 ou 3 fusions majeures, à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'elles arrivent toutes dans la bonne configuration. On a plutôt un hasard qui nous fait moyenner complètement les moments angulaires et donc nous fait une elliptique. Et lorsqu'on en a 50, évidemment, le hasard est complètement moyenné. Donc ici, c'est un petit peu en fonction du rapport de masse et le nombre de fusions. Ici, vous avez 1 et 10. Donc, on forme un grand nombre d'elliptiques, quel que soit ici le nombre de fusions avec un très petit rapport de masse, parce que 50 fusions de rapport 50, c'est équivalent à 1,1. Donc, ici, on a des elliptiques. Peut-être ici, elliptique à disque, lenticulaire, et puis les spirales sont ici, c'est-à-dire qu'on a très peu de fusions, ou alors très tôt dans l'univers, et ensuite, on réaccrète du gaz par les filaments cosmiques pour reformer le disque. Dans le cas de formation des galaxies, alors ici, c'était une simulation que j'ai déjà montré. Ici, c'est plutôt l'observation. C'est ces observations-là qu'on regarde. À z égale 2, les galaxies sont tous de cette forme-là. Elles n'ont pas vraiment la séquence de Hubble bien formée. On n'a que des grumeaux. Et on l'attribue au fait que les galaxies sont pleines de gaz et très instables. Il y a beaucoup de turbulences et d'énormes grumeaux qui se forment. Il y en a 3 ou 4 ou 5 grumeaux comme ceci. Et donc, très vite, encore plus vite que l'évolution séculaire, donc très très vite, on arrive à former
un bulbe assez gros avec la friction dynamique dans le scénario standard. Donc si toutes les galaxies passent par cet état-là, on devrait trouver des bulbes partout. Alors comment on peut s'en sortir? En fait, il y a plusieurs façons. On pourrait changer aussi la nature de la matière noire, avoir des natures peut-être tièdes, warm dark matter. À ce moment-là, on a beaucoup moins de petits compagnons, donc moins de fusion, etc. On a aussi des gravités modifiées. Donc j'ai montré un petit exemple avec Monde pour montrer comment, en état extrême, on peut ne pas avoir du tout de friction dynamique. Et c'est ça qui est la grosse différence entre les modèles différents de matière noire. Par exemple, ici, il n'y a plus du tout de halo de matière noire. On sait que la friction dynamique, c'est essentiellement les baryons des galaxies qui perdent leur moment angulaire et leur énergie au profit des particules de matière noire. S'il n'y a pas de halo de matière noire, vous n'allez pas avoir de friction du tout. Donc, par exemple, ici, pour ces deux galaxies, on les voit en paire, on pense qu'elles vont fusionner. Donc, si vous pensez que vous êtes dans un modèle standard de Cold Dark Matter, de CDM, donc on va fusionner en un tour. Le tour suivant, la prochaine orbite, les deux galaxies seront fusionnées puisque la friction dynamique est très efficace dans le halo de matière noire. Par contre, si vous êtes dans un modèle monde, alors il va falloir attendre au moins 5, 6, 10 tours. C'est-à-dire qu'une fusion, au lieu de prendre 1 milliard d'années, va prendre 10 milliards d'années. Donc on voit bien qu'on va avoir beaucoup moins de fusion de galaxies dans un modèle que dans l'autre. Et c'est peut-être par ce genre d'observation qu'on va pouvoir distinguer les deux. C'est peut-être l'espoir, encore que ce soit assez dégénéré, puisque si vous voulez fusionner dans le cas d'un modèle sans friction, il va falloir que vous preniez seulement les orbites qui sont presque radiales, parce que celles qui sont trop circulaires ne fusionneront jamais. Et puis ici, on aura beaucoup moins de fusion, mais elles vont durer plus longtemps. Enfin, l'état d'observation d'une paire va durer plus longtemps. Alors, ces interactions de galaxies dans les simulations, on arrive en effet à reproduire, par exemple, les antennes, qui sont deux galaxies qui sont presque en train de fusionner avec des queues de marée, que ce soit dans le modèle de matière noire ou dans le modèle de gravité modifiée. Ça marche aussi bien. On arrive à reproduire toutes les queues de marée. Mais par contre, la friction n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que pour arriver ici, il a fallu qu'on ait plusieurs milliards d'années et en plus qu'on sélectionne les orbites pour qu'elles soient avec un très faible moment angulaire, donc presque radial. Et par rapport aux observations, on sait que la queue de marée est très très développée lorsqu'on est presque au dernier tour. Ça, c'est dans le cas du scénario standard, où on fusionne en presque un tour. Et ici, on va avoir aussi une grande queue de marée, peut-être près de la fin de la fusion. Mais on n'est peut-être pas encore en fin de fusion. Donc tout ça, pour l'instant, c'est encore dégénéré. On n'arrive pas à sélectionner. Peut-être qu'il y a un espoir. C'est une simulation récente de Reno et al. Dans le cas de matière noire avec Newton et dans le cas d'une gravité modifiée. La différence, c'est comme la fusion prend beaucoup plus de temps, on a beaucoup plus de structures de faible brillance de surface autour, puisqu'on a eu beaucoup plus de révolutions pour former que dans le cas de la matière noire globale. Donc si, dans un futur proche, on pourrait observer toutes les structures de faible brillance de surface autour, eh bien, peut-être on pourra distinguer entre les deux. En tout cas, avec plusieurs cas, pas seulement un seul cas, puisque les paramètres géométriques devraient être moyennés. Alors, il y a aussi les fusions de petits clumps au début de l'univers. On a vu que ça formait les bulbes. Il y a beaucoup trop de bulbes. Ça, c'est possible. Ici, une simulation avec Monde, avec des clumps. Donc, c'est une galaxie avec beaucoup de gaz, plus que 60% de gaz. Donc, on forme des tas de clumps dans une galaxie clumpy de z égale 2. Et on voit que ces clumps, ils ne fusionnent pas parce qu'il n'y a pas de matière noire. Donc, ils ne fusionnent pas en formant des bulbes. Et on peut, en effet, résoudre ce problème. Ici, on a, par exemple, une galaxie géante avec la gravité modifiée. On voit que tous les clumps sont encore là, le bulbe n'est pas là. Et dans le cas standard, on a déjà une formation d'un gros bulbe par friction dynamique de tous ces clumps qui sont tombés jusqu'au centre. Donc, on arrive à résoudre ce problème par absence de friction. Ici, on voit la même chose, une galaxie géante. On a le nombre de clumps en fonction du temps. Les clumps restent ici. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ces clumps? Ces clumps, c'est des clumps de formation d'étoiles. Il va y avoir du feedback, c'est-à-dire des supernovae qui vont éjecter tout le gaz, et le clump va se dissoudre avant même d'arriver au centre. Donc, on n'aura pas de bulbe. Alors que dans le cas de Newton, eh bien, il n'y a plus du tout de clumps. Ils sont tous arrivés au centre, bien avant que les phénomènes de feedback aient détruit le clump. Ici, pareil, pour une galaxie naine, les clumps se dirigent vers le centre très vite dans le cas
modèle standard. Alors, il y a aussi un autre phénomène de friction dynamique sur les barres, on en a déjà parlé un petit peu lorsqu'on a parlé de barres, c'est que la barre en elle-même, c'est justement un corps massif qui tourne à l'intérieur d'un halo de matière noire et qui perd un peu de son moment angulaire sur les particules de matière noire. Donc la vitesse de la barre tombe. Alors ici, en fonction du temps, vous avez la vitesse oméga b de rotation de l'onde barrée. Et on voit que dans le cas CDM en cas vert, la friction dynamique fait tomber la barre. Alors que dans le cas modifié, ça ne le fait pas tomber. Donc ça, c'est aussi un des phénomènes qui pourraient discriminer entre les deux, parce que dans les galaxies barrées, on voit toujours des barres qui sont rapides. Comment on le sait? Simplement qu'il y a des résonances avec des anneaux et qu'on mesure le rayon de ces anneaux et on a la vitesse oméga. Alors, le deuxième phénomène d'observation, c'est la fusion des galaxies et la probabilité de fusion en fonction de la nature de la matière noire. Alors, il s'est passé un changement un petit peu de paradigme, parce qu'il y a une dizaine d'années, par exemple, on pensait que toutes les galaxies se formaient par fusion et que toute la formation d'étoiles était due essentiellement à des flambées de formation d'étoiles dues à ces fusions. Et depuis, on est revenu, on n'est plus du tout dans cet état-là, c'est-à-dire que le nombre d'étoiles des galaxies qui sont formées dans les fusions de galaxies est très petit. Maintenant, on arrive à 10%. Alors, ici, il y a un survey de galaxies qui s'appelle GEMS. Bon, ce n'est pas la peine de décrire l'acronyme. C'est un survey par une certaine région du ciel. Et on voit que, même en fonction du redshift ici, le nombre de fusions ne varie pas en fonction du temps. On est à peu près 10%. La fraction d'étoiles qui s'est formée dans les mergers, c'est à peu près 10%. Donc les fusions de galaxies ne servent plus, comme il y a 10 ans, on le pensait, à former toutes les étoiles des galaxies. Ici, on a la même chose pour un autre survey, et même d'autres surveys ici, un grand nombre d'auteurs. On voit qu'ils sont tous d'accord, maintenant il y a un consensus, que ce soit de z égale 0 ou z égale 1, la fraction d'étoiles qui est formée dans les interactions de galaxies et de fusion, ce n'est que 10%. Tout le reste est formé sur une séquence principale, de façon naturelle, sans interaction entre galaxies. Alors, si on forme beaucoup plus d'étoiles à z égale 1 qu'à z égale 0, et ça c'est vrai, on a une histoire de formation cosmique qui croît d'un facteur 10 entre z égale 0 et 1, ce n'est pas à cause de l'augmentation des fusions, ce qu'on croyait auparavant, mais plutôt à cause de la fraction de gaz. Les galaxies sont beaucoup plus gazeuses à z égale 1 qu'aujourd'hui, donc elles forment beaucoup plus d'étoiles. Et donc la formation d'étoiles cosmiques est beaucoup plus grande. On a aussi, par les simulations numériques, compris que l'assemblage de la masse se faisait beaucoup plus par l'accrétion de gaz. Les simulations, par exemple, de Deccal et al. Le montrent. Ici, on a une galaxie qui est au centre de 3 filaments. Les filaments cosmiques contiennent de la matière noire et aussi du gaz. Donc ce gaz va alimenter la galaxie au centre. Et on peut regarder un petit peu, en fonction du taux d'accrétion de gaz, quel est le nombre de galaxies. Si on voit qu'en total, il y a à peu près 10%, il y a un facteur 10 ici, 10% de la masse qui est accrétée par les fusions, les mergers, et puis tout le reste, 90%, est plutôt accrété dans les accrétions de gaz froides. Donc c'est plutôt cette vision maintenant que l'on a. Les fusions sont restreintes maintenant à 10% des étoiles qui sont formées dans les galaxies. Donc cette formation hiérarchique, qu'est-ce que c'est finalement? Elle se restreint surtout à la matière noire. On sait qu'il y a une formation hiérarchique, ça ne se remet pas en cause, mais c'est plutôt ce qui fusionne au cours du temps, c'est plutôt les matières noires, les halos de matière noire, plutôt que les galaxies et les baryons. C'est une grande différence. Par exemple, on forme d'abord, ici on a en fonction du temps, au début on a une certaine loi de puissance des fluctuations en fonction de leur taille, de leur masse, et on a une certaine loi de puissance qui fait que ce sont les petites fluctuations qui sont prépondérantes, c'est ce qu'on disait, un bottom-up, et puis peu à peu on les fusionne. Alors, au départ, on a quelque chose qui a la taille d'un amas globulaire, puis ensuite une galaxie naine, et puis ensuite on a des groupes de galaxies, et puis des amas de galaxies, puis des superamas de galaxies. Mais à ce niveau-là, on a des halos qui fusionnent, mais les galaxies ne fusionnent pas. Dans un halo de galaxies, d'amas de galaxies, les galaxies sont individuelles, elles se meuvent dans un certain halo commun, mais elles ont une vitesse trop grande pour pouvoir fusionner. Donc finalement, on dissocie un petit peu la fusion des halos de matière noire et la fusion des baryons. Donc cette formation hiérarchique, dont on parlait au début, c'est surtout la formation des halos noirs. Et les baryons, c'est une autre chose, il va falloir regarder au cas par cas, selon la taille. Donc pour les petites tailles,
les baryons fusionnent avec l'eau de matière noire, mais pour les grandes tailles, c'est plutôt les baryons de matière noire qui fusionnent tout seuls. Alors ici, on a une confirmation de les fluctuations de densité et leur vision, enfin dans les observations. Ici, on a en fonction de la taille et puis la fonction de puissance. En bleu, c'est plutôt ce qui est prédit par le spectre de puissance et la formation hiérarchique. Et puis ici, on a des galaxies, on a des galaxies naines, ici des grosses galaxies, des amas de galaxies vues en X. On a tout le survey du Sloan. Et puis, à grande échelle, on a les fluctuations, les grands amas qu'on voit aussi dans Planck. Et tout ça, les points là, correspondent exactement à la courbe. Donc, on voit que la vision de formation hiérarchique de matière noire marche très bien à grande échelle. Donc, cette idée de formation hiérarchique n'est pas à abandonner du tout. On peut même, dans les simulations semi-analytiques, parler d'armes de fusion. Donc, on a, pour former par exemple la Voie lactée, on a cette image de formation de petites galaxies qui deviennent de plus en plus grosses. Bon, il faut quand même savoir aussi qu'en parallèle à cette arme de fusion, on peut avoir des galaxies qui se forment à n'importe quel instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas que ces arbres-là, on a des galaxies qui se forment à n'importe quel temps, qui seront de plus petites galaxies, qui auront des petits arbustes, si vous voulez, de fusion. Et les galaxies qui se forment à un moment donné, en général, il faut une surdensité d'un facteur 200 par rapport à la densité moyenne de l'univers pour se former, la structure. Et donc, celles qui se forment plus tard auront une densité plus faible, puisque l'univers, par expansion, sera plus faible. Donc, on peut montrer que les galaxies qui se forment aujourd'hui ont un cœur plus diffus. Et donc, toutes ces relations en fonction de la masse et de la densité s'expliquent aussi par expansion de l'univers. Mais cette arme de fusion, c'est essentiellement la matière noire qu'il faut regarder là-dedans. Par exemple, le travail de Lucia et Blezot, qui ont fait beaucoup de calculs semi-analytiques, justement, d'amas de galaxies. Ici, c'est une galaxie centrale d'amas, et c'est relativement spectaculaire, parce que c'est là que s'accumule toute la masse. Vous voyez qu'à 12 milliards d'années, on a des tas de petites galaxies ici, qui fusionnent, des petits ruisseaux qui donnent de grandes rivières ici. Et peu à peu, au centre de l'amas, il va y avoir une énorme galaxie. Vous voyez que les cercles sont proportionnels à la masse. On voit comment se forme l'amas de galaxies progressivement par fusion successive de matière noire, mais aussi peut-être des fusions sèches de galaxies. Alors, il faut vraiment dissocier la formation d'étoiles et l'assemblage de la masse. On a vu, et c'est ça qui donne les idées du scénario monolithique, c'est que toutes les grosses galaxies elliptiques ont des étoiles très vieilles, et surtout les étoiles ont été formées très vite, parce que le rapport alpha sur fer, qui est un indice de rapidité de la formation d'étoiles, est très élevé. Alors en effet, on peut former ces étoiles très rapidement au tout début de l'univers, mais on ne sait pas si elles se sont formées dans des petites galaxies qui ensuite ont fusionné, comme par exemple dans ce scénario-là, où la masse s'agglomère plus tard et les étoiles se forment très tôt. Et ensuite, il n'y a plus de gaz, et on peut dire que ce sont des fusions sèches, sans gaz, et toutes les étoiles vieilles, qui ont été formées très tôt dans des petites galaxies, s'agglomèrent pour former une galaxie elliptique. Donc on n'aurait pas de scénario monolithique dans ce cas-là, puisque la galaxie elliptique est formée très tard, donc c'est vraiment la fusion hiérarchique. Donc il est très difficile de connaître en fait les ancêtres d'une galaxie. On sait l'âge des étoiles, mais on ne sait pas l'âge des structures qui l'ont formée. Donc c'est ça qui est très difficile pour remonter dans ce catalogue. Alors je parlerai aussi un tout petit peu d'asymétrie, parce que en fait la symétrie des galaxies est quelque chose de très important qui nous permet de contraindre la matière noire. En fait, c'est quelque chose qu'on sait relativement peu, mais plus de la moitié des galaxies sont très très irrégulières. Là, j'ai montré de beaux exemples. Messier 101, qui est une galaxie assez proche. Ici, on a une vision optique de la galaxie avec aussi des rayons X. Et en noir, vous avez le gaz hydrogène atomique, qui est, on le sait, beaucoup plus étendu que la galaxie optique. Ici, on a le mélange des deux. En bleu clair, c'est l'hydrogène, et en rose, c'est la galaxie optique. On peut montrer que la plupart ont ce décentrement et cette asymétrie. Alors ça, c'est bizarre, parce que normalement, ça devrait, vu que la matière tourne comme ceci, on devrait se moyenner et se rendre beaucoup plus symétrique très vite. En fait, pas du tout, puisque la majorité de galaxies est toujours asymétrique. Ici, vous avez un autre exemple, 628, où la galaxie centrale est ici. Ici, vous avez les contours de l'hydrogène, et qui est très asymétrique aussi. Donc, pourquoi ? Alors, ces mécanismes sont assez mal compris, mais on sait que la perturbation, on peut dire que c'est un petit peu comme une onde. On a fait ce petit schéma d'onde cinématique pour les ondes de densité spirale.
et les barres. Chaque particule a une trajectoire, et puis ces trajectoires se précessent. Alors pour les barres, c'était 2 bras ou deux bras spiraux. On avait oméga moins kappa sur 2 qui était le taux de précision de ces structures. Et ici, ce m égale 1, donc on a oméga moins kappa. Alors ce oméga moins kappa est quelque chose qui est assez fort. Ça veut dire que ça va précesser de façon différentielle du centre au bord, et normalement, on devrait se moyenner très très vite, c'est-à-dire perdre la cohérence de cette structure très vite. Or, on le voit, et on n'a pas très bien compris pourquoi. Ici, on a... Alors, oméga, vous allez me dire, quand on est très très loin et qu'on est sphérique, oméga est égal à kappa, puisque c'est les fréquences d'oscillation dans toutes les directions. Oméga dans le plan et puis kappa dans une autre radiale. Et en fait, oméga moins kappa est très négatif et n'est pas du tout nul. Donc ici, on ne comprend pas très bien. Soit il y a une onde de densité due à la seule gravité, un petit peu comme pour tout ce qu'on a décrit pour les spirales, mais à ce moment-là, ça devrait se disparaître en 2 ou 3 rotations, comme les spirales d'ailleurs. Et puis il y a un autre amplificateur qu'on a trouvé, Salo et Statler ont fait beaucoup de simulations de ce cas-là, où on a un décentrement qui est un potentiel, que je ne décrirai pas beaucoup ici, et qui nous dit qu'on va engendrer en permanence cet décentrement m égale 1. Alors ça, c'est très intéressant. Ici, on a une petite simulation de ce décentrement. Vous voyez qu'on a un disque où toutes les étoiles sont d'un côté. Et ça s'applique énormément à MC31, à notre propre galaxie aussi, qui est complètement asymétrique au centre. Alors, on a décrit des asymétries au bord, on en a aussi au centre. Par exemple, dans la Voie lactée, on a 3/4 de la masse du gaz qui est d'un côté et 1/4 de l'autre. On n'a pas encore bien compris pourquoi. Pour M31, c'est pareil. Et pour les autres galaxies, étant donné que ce décentrement est de l'ordre du parsec, on n'arrive pas à le déterminer, mais il est possible que toutes les galaxies soient de ce même type. Donc pour Andromède, ici, vous avez au centre de ce bulbe, c'est-à-dire à l'ordre de 10 parsecs, donc vraiment très très petit, on a besoin d'une image HST pour le voir, on voit que le disque des étoiles est d'un côté, et puis il y a un trou noir, comme dans toutes les galaxies, le trou noir est de l'autre côté. Donc on a quelque chose qui oscille, et qui oscille pendant un très grand nombre de rotations. Ici on a les vitesses et la dispersion elle est sur le trou noir. Et on peut montrer qu'on a ce genre d'onde. Alors ici, on a aussi une friction dynamique de cette onde-là, et c'est là que je voulais en venir, et on peut essayer de contraindre les cuspides de matière noire avec cette friction dynamique. En fait, dans MC31, elle semble être très très stable, avec une certaine onde de densité ici, qui permet d'avoir 3000 rotations de stabilité. Donc ça, encore une contrainte sur cette matière noire ici, et je finirai avec la description des groupes de galaxies, des groupes compacts, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est les groupes compacts? Vous connaissez peut-être, ça c'est des 2 groupes qui sont très représentés car ils ont une certaine esthétique. Le quintet de Stéphan. Stéphan est un astronome marseillais qui avait découvert ce quintet. Alors quintet parce qu'il y a 5 galaxies, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, celle-là n'en fait pas partie, on va voir, mais il y en a une autre qui en fait partie. Et puis le sextet de Seyfert, qu'on voit ici, en fait, il y en a une aussi qui n'en fait pas partie, donc ça devient un quintet. Bon, alors, qu'est-ce que c'est tous ces divers environnements et dans quel cas on a des frictions dynamiques et des fusions? Alors, on a plusieurs groupes de galaxies. On a d'abord des amas de galaxies qui sont l'équivalent d'une grande mégalopole. Ici, on a des milliers de galaxies. Et puis, on a des petits groupes, comme le groupe local, mais diffus. Le groupe local, c'est notre galaxie, Andromède, M33, 6822, peut-être 20 galaxies, mais très diffus, qui n'interagissent pas beaucoup. Et puis, ces groupes compacts. Alors ici, on a donné des nombres, ici, groupe compact, 5 galaxies seulement, mais très très denses. On a un contraste de densité avec la densité moyenne de l'univers qui est 10 puissance 6, donc très fort, pareil que les amas, alors que le groupe, pas beaucoup. Et donc la dispersion de vitesse n'est pas très grande. Ici, dans l'amas, elle est très grande, donc il n'y a pas de fusion de galaxies, parce que la dispersion est très grande. Et puis, la température du gaz chaud, on sait que les collisions de toutes ces galaxies font ressortir le gaz des galaxies, le chauffent, et on a 10 millions de degrés, alors que dans les groupes, très peu. Donc, quand est-ce qu'on va avoir des fusions? Ici, on a un petit exemple de 2 galaxies. On sait que la friction dynamique, elle est sur ce halo noir qu'il y a derrière, et c'est le halo noir qui va prendre toute l'énergie de l'orbite. Et c'est ces galaxies-là qui vont fusionner. Mais dans les amas de galaxies, pas du tout, car la vitesse est beaucoup trop grande. Donc, pourquoi on a des galaxies cannibales qui ont mangé beaucoup de galaxies au centre des amas? C'est qu'autrefois, il y avait un groupe de galaxies
qui ont fusionné lorsque la vitesse n'était que de 150 km par seconde, et puis la masse est formée autour. Mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de fusions dans les amas de galaxies. Ce sont seulement dans les groupes qu'il y a des fusions de galaxies. Alors ces groupes compacts de Hickson sont justement les bons candidats pour avoir des fusions de galaxies. Hickson, en 1982, a catalogué 100 groupes compacts qu'on appelle Hickson Compact Group, donc HCG. Il a fait 100 dessins comme ceci, où on voit des galaxies spirales. Alors, quels étaient les critères? Les critères, c'était d'avoir au moins 4 galaxies, 4 ou 5, et elles étaient toutes à peu près semblables, c'est-à-dire qu'il y avait seulement 3 magnitudes entre la plus brillante et la plus faible. Il ne faut pas qu'il y en ait que des petites naines. Elles étaient assez isolées, c'est-à-dire que ça formait un ensemble, mais il n'y avait pas un amas de galaxies autour. Donc, c'était quelque chose qui était compact dans une isolation. Et puis, une brillance de surface assez grande, donc elles étaient très proches. Et il avait remarqué qu'en fonction de la brillance, les plus brillants étaient faits d'elliptiques, alors que les moins brillants, il y avait beaucoup de spirales. Donc déjà, on avait peut-être fusionné une partie. Alors le gros problème de ces amas de Hickson, c'est que par les simulations numériques, en voici une, mais il y en a beaucoup, celle de Atanasula ici, vous commencez avec 5 galaxies, et en 1 milliard d'années, tout est fusionné au centre, par la friction dynamique des halos noirs qui sont autour, si vous êtes dans le modèle standard de matière noire froide, par exemple. Donc ici, on devrait ne plus voir de groupe de Hickson aujourd'hui, puisqu'ils sont là depuis 13 milliards d'années, et en 1 milliard d'années, ils auraient dû s'effondrer. D'où le gros problème. Alors comment on va... il y a aussi le groupe qui sont identifiés par le gaz chaud. On a du gaz chaud à 10 puissance 6 degrés. On sait que la température est plus grande que celle qu'on s'attendrait avec juste l'équilibre gravitationnel entre énergie cinétique et énergie potentielle. Donc on pense qu'il a été chauffé soit par les supernovae, soit par les rayons X. On a donc une relation pour les groupes qui est celle-ci, en rouge, alors que pour les amas, elle est un peu différente. Bon, ça, ce n'est pas un problème. Et puis, il y a aussi des flux de refroidissement, donc je ne dirai pas grand-chose. Ici, dans les groupes, ici, c'est un groupe où on a ce gaz chaud qui se refroidit et qui alimente l'AGN au centre. Et cet AGN au centre crée des cavités. Bon, ça, on l'a déjà vu pour les amas de galaxies. C'est exactement la même chose en miniature qui se passe pour les groupes. Et par contre, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a parfois, dans les fonctions de luminosité, donc en fonction de la luminosité ici, le nombre de galaxies, au lieu d'avoir une fonction de Schechter habituelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de galaxies, de petites galaxies et pas beaucoup de grandes, mais il y a une fonction continue, ici on a un trou. C'est-à-dire qu'on a l'impression, ça c'est un stack de beaucoup d'amas, hein, on a l'impression qu'une galaxie a mangé plusieurs galaxies et donc qui a fait un trou ici et fermé un pic, comme si un certain nombre de galaxies étaient fusionnées en une elliptique centrale. C'est ce qu'on appelle un fossile, c'est-à-dire un groupe de galaxies qui aurait peut-être eu 10 galaxies, par exemple, et 3 ou 4 auraient fusionné en une grosse galaxie elliptique au centre, donc on a un pic dans les grosses galaxies, et puis il y en aurait 3 ou 4 au bord. Alors, ce qu'on appelle groupe fossile, c'est justement ceci, où il y en a une très brillante, et la différence de magnitude entre la première et la deuxième est au moins de 2,5, c'est-à-dire qu'il y a au moins un contraste d'un facteur 10 entre la luminosité de la plus forte et puis la seconde. Ça veut dire que c'est peut-être l'évolution d'un groupe compact de Hickson. En voici un autre, un groupe fossile, avec un rayon X en bleu ici. Donc on a des exemples comme cela. Et donc le grand espoir, c'était de dire, bon, on a compris ce que devenaient les groupes de Hickson, ils deviennent des groupes fossiles, et en fin de compte, on aura une grosse galaxie elliptique. Mais en fait, ça ne marche pas très bien. Donc c'est encore en cours. Hein, on a essayé de voir s'il y avait une évolution, un petit peu comme ceci, hein, entre des groupes compacts assez jeunes, et puis ensuite, à la fin, on aurait un groupe fossile, et puis à la fin, il n'y aurait plus qu'une seule galaxie elliptique. Eh bien, je ne rentre pas dans les détails, mais ce n'est pas encore ça. Donc, on n'a pas encore trouvé la solution. Donc, en conclusion, je dirais que la friction dynamique que j'ai essayé de vous décrire dans cet exposé est vraiment quelque chose de fondamental pour mieux comprendre la formation des galaxies, leur taux de fusion. Est-ce qu'elles se forment par formation hiérarchique, ou bien monolithique, ou bien séculaire? On ne sait pas vraiment la calculer, il faut faire des simulations numériques à chaque fois. Et encore, ça dépend de la concentration que l'on suppose pour la matière noire. Est-ce qu'il y a des cuspides, est-ce qu'il y a des cœurs, etc. Tout ça va varier. Donc on pourrait peut-être, grâce à ces différents modèles et ces simulations, distinguer entre ces modèles-là. Et que sans doute l'accrétion de gaz, pour les baryons en tout cas, est encore plus important que les fusions de galaxies. Et pour les groupes compacts de Hickson, ils ne devraient pas exister, on n'a toujours pas la solution. Donc je vous remercie.